bonjour à toutes et tous. Je m'appelle René Audet, je suis professeur à l'UQAM au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM et membre du CRISE et responsable de l'Axe territoire et milieu de vie qui est, si on veut, l'organisateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur les épiceries alternatives au Québec. C'est une conférence qui est organisée conjointement par l'Axe territoire et milieu de vie du CRISE et la chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM. Un petit rappel du déroulement. Donc, le webinaire est d'une durée d'une heure. Il y aura une présentation d'environ une trentaine de minutes, suivie d'une période d'échange avec vous. Euh, Avant de présenter Ali, on aimerait mentionner que l'événement est enregistré. Donc, nous vous invitons à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, veuillez fermer vos caméras ou poser vos questions dans le fil de discussion. L'enregistrement sera bientôt diffusé sur le site Internet du CRISE. J'arrive donc à la présentation d'Ali. Ali Romdani, qui est sociologue, qui est professeur au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval depuis 2024. C'est aussi un ancien postdoc de la chaire de recherche sur la transition écologique. Il s'intéresse aux aspects politiques et environnementaux de la consommation. Ses recherches portent sur les coopératives de consommateurs, les formes de consommation engagées, l'agriculture durable, la transition écologique et l'adoption de pratiques agricoles durables. Alors, sans plus tarder, je vais laisser à Ali le micro pour 25-30 minutes et puis ensuite, on pourra discuter de tout ça ensemble. Bonne conférence. Super, merci beaucoup René pour la présentation. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon sujet de recherche du moment, les épiceries alternatives. Alors, je prépare mon setup. Super. J'imagine que tout le monde voit bien ma présentation. Super. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que ce sont les épiceries alternatives? Alors, on se lance directement dans la problématique. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'en parler, des épiceries alternatives? Fait que déjà, pour mettre un peu le contexte sur la table, on parle ici vraiment, on se met dans le contexte du système alimentaire. Donc, les systèmes alimentaires ont une manière de produire, transformer, distribuer, consommer et de traiter aussi les biodéchets de ce système. Donc, ça, c'est le système alimentaire. Et donc, il faut savoir déjà en partant que les systèmes alimentaires, c'est un enjeu qui est planétaire, hein. Nos systèmes alimentaires sont responsables de 29% des gaz à effet de serre et de 80% de la perte de biodiversité. Donc, on touche ici à deux enjeux majeurs environnementaux qui sont directement liés à notre manière de produire, transformer, distribuer et consommer la nourriture. Alors, plus spécifiquement, il y a une concentration du pouvoir qui s'effectue dans ce système au sein de la distribution. Dans le cas du Canada, on dit la statistique officielle, c'est que 76% du marché canadien appartient à cinq grandes entreprises. Même plus que ça, ce sont trois grandes entreprises qui possèdent 60% des parts de marché au Canada. Donc, c'est un secteur très concentré. On parle même d'un secteur oligopole, où dans le fond, un très petit nombre d'acteurs possèdent la grande majorité des parts de marché. Au Québec, c'est 54% du PIB, donc tout ce qui est produit et échangé au sein du système alimentaire québécois qui est accaparé par la distribution alimentaire. Donc, une très forte concentration au sein de ce maillon du système alimentaire. Donc, c'est ce qui justifie pourquoi on en parle aujourd'hui. Et c'est ce qui justifie aussi pourquoi est-ce qu'on parle dans la littérature de verrouillage du système alimentaire, verrouillage des systèmes sociotechniques, parce que finalement, il se trouve que les épiceries se retrouvent comme le principal intermédiaire finalement dans le système alimentaire. Ce sont eux qui vont déterminer les normes de la distribution, les standards de qualité, de quantité, quels produits sont désirables et surtout qui vont déterminer le prix sur les produits que nous allons payer. Alors, on a souvent l'habitude de présenter le système alimentaire de cette manière, donc comme un système linéaire, mais si on le regarde maintenant sous l'angle des relations de pouvoir au sein de ce système, une représentation plus juste serait celle d'un sablier. Effectivement, un sablier dans lequel il y a tout en haut les producteurs agricoles qui produisent des denrées agricoles, et dans le goulot d'étranglement au centre, il y a au début les transformateurs qui vont acheter
ces denrées alimentaires, qui vont les revendre aux distributeurs et qui, eux, seront en lien avec les consommateurs. Donc ici, en fait, au centre du goulot, il y a un très, très petit nombre d'acteurs, finalement, qui s'accaparent, finalement, l'ensemble du pouvoir du système alimentaire, alors qu'on a en haut une masse de producteurs et tout en bas une masse de consommateurs. Sauf que les consommateurs et les producteurs sont peu en lien entre eux et sont donc dépendants de ces intermédiaires pour leur approvisionnement. Et donc, voilà pourquoi il nous apparaît important de traiter de la question des épiceries, des distributeurs, qui sont finalement l'avant-dernier maillon du système alimentaire en lien directement avec le consommateur. Alors, c'est quoi les conséquences de cette concentration dans le système alimentaire? Et vous allez voir plus tard dans la présentation pourquoi est-ce que je mets autant d'emphase sur la question de la répartition du pouvoir au sein du système alimentaire. Donc, le premier point, première conséquence pour les consommateurs, c'est que on paie trop cher nos produits. Il y a plusieurs études qui démontrent dans différents secteurs d'activité qu'une très forte concentration dans un secteur d'activité mène nécessairement à des prix plus élevés. On l'a vu par exemple dans le contexte de l'inflation. Les secteurs qui sont très compétitifs, où il y a peu de concentration, eh bien, l'inflation est absorbée en partie par les entreprises et en partie par les consommateurs. Alors, dans les secteurs très peu concentrés, eh bien, l'inflation est directement refilée aux consommateurs parce que les entreprises ne se livrent pas de guerre de prix. Plutôt au contraire, ils s'entendent sur les prix et même quand il y a un très petit nombre d'acteurs, comme dans le cas de la distribution alimentaire au Canada, ça permet même aux acteurs de se coordonner. Par exemple, le Bureau de la compétition du Canada a épinglé certaines épiceries pour notamment s'être coordonnées sur le prix du pain entre 2001 et 2015. Et donc, finalement, les consommateurs auraient payé beaucoup trop cher le prix de leur pain par rapport au prix dans un marché davantage compétitif. Donc, évidemment, ça a des impacts directs sur la concurrence et les alternatives qui peuvent émerger au sein du système alimentaire. Parce que les grandes chaînes occupent non seulement l'espace commercial, mais empêchent aussi d'autres joueurs de s'installer. Par divers mécanismes que je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, mais l'important, c'est de retenir que ça limite la concurrence, ça limite les alternatives et ça aussi limite les choix qu'on peut trouver en épicerie. Donc, même si on a l'impression en épicerie d'être dans une surabondance de produits, ce qui est le cas, hein, eh bien, la plupart de ces produits appartiennent à un petit nombre de transformateurs. Comme on l'a vu, eux aussi, c'est un secteur très concentré. Et surtout, ce sont les épiceries qui déterminent quels produits sont mis en avant, quels produits sont mis à la hauteur des yeux, quels produits sont mis en promotion. Et donc, quand on parle ici de transformer le système alimentaire, d'avoir des produits qui sont davantage éthiques ou centrés sur les productions durables, eh bien, ça semble difficile d'atteindre ces objectifs de durabilité dans un contexte de très forte concurrence. Ne serait-ce aussi que parce que, par exemple, les produits d'origine labellisée biologique sont margés plus cher dans les épiceries conventionnelles, notamment parce qu'on juge que les consommateurs qui achètent ces produits-là ont les moyens de payer plus cher. Et donc, c'est pas vraiment des facteurs qui permettent de démocratiser, dans le fond, une alimentation qui serait davantage durable. Et troisième conséquence de la concentration dans le système alimentaire, c'est directement pour les producteurs agricoles qui sont maintenus dans une forme de précarité. Parce que comme on l'a vu, ce sont le maillon de la chaîne finalement qui ont le moins de pouvoir au sein du système alimentaire. Ils ont un faible poids de négociation. Là, ici, il faut bien préciser qu'on parle des secteurs alimentaires en dehors du système de gestion de l'offre, que sont le lait, les œufs, le poulet et le dindon. Et donc, finalement, ça rend les producteurs agricoles dépendants des subventions et ou des exportations. Et on le voit bien en ce moment avec les tarifs avec les États-Unis, les conséquences que ça a sur notre agriculture, la marge de manœuvre limitée qu'ont les agriculteurs parce que finalement, ce sont eux qui ont le moins grande part de la plus-value du système alimentaire et le moins de pouvoir de décision au sein du système alimentaire. Alors, là, j'ai mis la table, j'ai présenté le contexte, je vous ai parlé de pourquoi c'était important de parler des épiceries. Et donc, pour aller plus spécifiquement sur le projet de recherche qui est en démarrage en ce moment, donc je tiens déjà à préciser que je ne suis pas encore un expert total de ce domaine de recherche, mais c'est un projet de recherche qui est en démarrage. Et on se pose une question en apparence toute simple pour commencer, c'est quel est le rôle des épiceries alternatives dans la transition écologique? Donc ici, hein, épicerie alternative, je vais le définir. Donc on parle ici des modèles euh, qui ne sont pas dans ce 80%, dans ces cinq grands acteurs finalement dominants du système alimentaire. Je vais préciser ce que c'est. Et on parle aussi d'un contexte de transition écologique. Donc, le but ici, c'est pas simplement de discuter de comment changer le système pour le changer en lui-même.
Donc oui, la répartition du pouvoir, c'est important, mais c'est important dans une optique de transition écologique pour atteindre une plus grande durabilité et une plus grande justice sociale au sein du système alimentaire. Alors, notre premier objectif de recherche, c'est de décrire les pratiques des épiceries en elles-mêmes, en matière d'environnement et d'engagement des consommateurs. Quand on parle de pratiques des épiceries, lesquelles nous intéressent plus spécifiquement, eh bien, on va regarder spécifiquement dans le cadre de ce projet les pratiques de gaspillage, la promotion des produits durables, l'empreinte carbone des épiceries, la réduction des emballages, mais aussi, effectivement, la gouvernance et la participation au sein de ces épiceries. Deuxième objectif, c'est de regarder ce que font les consommateurs. Hein? Est-ce que les citoyens, nous, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on est passif vis-à-vis de ce pouvoir-là des épiceries au sein du système alimentaire? Donc, on veut aussi décrire les pratiques des consommateurs, comment ils font leur achat, sur quels critères, comment ils se basent, donc comment ils sélectionnent les produits, comment ils gèrent les pertes et gaspillages alimentaires et comment ils s'engagent aussi envers leur épicerie. Donc ici, le but, évidemment, c'est de regarder les modèles alternatifs, hein, les modèles qui offrent des solutions de rechange à la concentration et à la durabilité au sein du système alimentaire. Et plus spécifiquement, le focus de notre étude, c'est justement entre ces deux sphères d'activité, entre qu'est-ce qui se passe dans l'interaction entre les épiceries et les consommateurs. Qu'est-ce qui se passe quand un client va faire son épicerie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est mis en œuvre finalement, pour orienter les comportements d'achat, mais aussi pour promouvoir des alternatives plus durables? Et donc, c'est ce qu'on appelle la jonction de la consommation, finalement, là où le gros de l'interaction va se passer. Alors, on considère les épiceries alternatives un peu comme le chaînon manquant dans l'analyse des systèmes alimentaires, dans la mesure où beaucoup d'études dans la littérature vont se concentrer sur comment atteindre un système alimentaire plus durable en regardant les producteurs, en regardant la production agricole ou en regardant à l'inverse les consommateurs, la consommation responsable. Nous ici, ce qu'on veut argumenter, c'est que le gros de l'interaction, notre attention devrait être portée plutôt sur l'interaction justement entre épicerie et consommateurs. Et donc, ces épiceries alternatives, comment les caractériser? Alors, première caractéristique importante, il faut quand même souligner qu'il se situe dans une approche qui est socio-centrée, c'est-à-dire qui valorise l'action des citoyens, des municipalités dans une perspective de justice sociale et qui vont mobiliser souvent des récits alternatifs centrés autour d'une promesse de différence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une épicerie coopérative va être si différente qu'un IGA ou un Loblaw? Est-ce que c'est les produits qui sont proposés? Est-ce que c'est les prix qui sont proposés? Alors, c'est un peu de tout ça, mais nous, ce qui va attirer notre attention en tant que chercheur, si on veut, c'est justement quel est le récit? Qu'est-ce que l'épicerie met comme proposition de valeur ajoutée, pour parler en termes économiques? Qu'est-ce qu'elle propose de différent par rapport à la distribution classique? Et là, ça peut jouer sur différents niveaux de proposition, finalement. C'est ce qu'on va décrire tout au long de cette présentation. Donc, il faut aussi souligner que les épiceries alternatives englobent une très grande diversité de modèles, hein. Donc, on peut parler à la fois des épiceries zéro déchet, coopératives, des épiceries communautaires qui sont plus centrées sur répondre à des besoins de communautés qui soient dans des déserts alimentaires ou des communautés qui sont marginalisées. Ou on peut encore parler des paniers bio, de l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, finalement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces modèles d'épiceries de distribution qui ont à la fois pignon sur rue, hein, dans lequel on peut aller dans les lieux physiques, mais aussi par lesquels on peut recevoir des paniers alimentaires. Et donc, on va aussi l'analyser en termes d'innovation sociale, c'est-à-dire comment est-ce que ces modèles alternatifs d'épicerie, qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau en termes d'innovation sociale, c'est-à-dire en termes de manière de s'organiser, d'organiser le commerce, mais aussi de le penser, de réfléchir la relation aux consommateurs, aux clients et aussi aux producteurs et à l'ensemble des autres acteurs de la chaîne du système alimentaire. Ces projets, ils ont comme particularité d'être hybrides. Il n'y a aucun modèle qui est 100% alternatif. Il n'y a aucune épicerie qui se distingue sur tous les plans de la distribution classique telle que je l'ai décrit. Hein, ils ont toujours des formes hybrides, c'est-à-dire que soit ils vont faire affaire avec des grossistes, mais en même temps vont faire participer les consommateurs, ou alors vont avoir que des producteurs locaux, mais vont être organisés sous une forme d'une organisation juridique, par exemple, de statut privé. Ce qui est important de dire ici, c'est que les épiceries alternatives, qu'est-ce qu'elles permettent de penser? Elles permettent de penser, dans le fond, la transition dans des espaces d'expérimentation. C'est-à-dire, il faut pouvoir expérimenter ces alternatives pour pouvoir être en mesure de dire lesquelles sont les plus adaptées auquel contexte, lesquelles sont les plus adaptées pour quel public, dans quelle situation.
Et on peut aussi les caractériser justement dans une théorie plus large de la transition socio-écologique comme des espaces de préfiguration, c'est-à-dire des espaces où on met en œuvre des nouvelles manières de s'organiser pour démontrer leur viabilité et éventuellement les mettre à l'échelle, qu'elles prennent plus d'emplacement au sein du système alimentaire et qu'elles se démocratisent d'une certaine manière, ou encore on pourrait dire qu'elles s'institutionnalisent. Donc ça, c'est un peu pour présenter un peu le grand portrait théorique des épiceries alternatives. Mais concrètement, du côté des consommateurs, comment ça se passe? Là, j'ai parlé beaucoup d'épiceries, mais les consommateurs eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans la consommation au Canada, il y a une tendance à la consommation responsable qui est plutôt forte, hein. Donc, par exemple, un récent sondage a sondé que 70% des sondés recherchent des aliments écologiques. 36% ont modifié leur habitude de consommation au cours des 5 dernières années pour des raisons de durabilité. Donc là, c'est intéressant parce que ça prend en compte finalement les transformations induites par la pandémie dans ce sondage. Et 32% sont même prêts à boycotter certains produits qui sont identifiés comme non durables. Donc on pense par exemple au Nutella, à l'huile de palme ou encore à des bouteilles d'eau, par exemple. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que les consommateurs sont intéressés par des produits durables et par la consommation responsable, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage finalement entre la société que les consommateurs déclarent vouloir dans les sondages et celle qu'ils achètent en épicerie. C'est ce qu'on appelle le green gap, hein, le décalage vert un peu, si on veut, donc, qui représente un peu cette distinction qu'on retrouve dans la littérature sur la consommation entre cette tension entre les rôles qu'on occupe entre consommateurs et celui de citoyen. Quand nous sommes comme consommateurs, souvent, on va mettre l'emphase sur le prix ou la disponibilité des produits, puis quand on nous sommes comme citoyens, on met l'emphase sur les valeurs, et très souvent, l'environnement revient comme une valeur centrale dans les choix d'achat, sauf que c'est pas ça qu'on observe dans les habitudes d'achat directement. Et donc, comment est-ce que finalement les épiceries alternatives peuvent apporter des solutions à ce décalage-là? C'est justement en favorisant l'engagement des consommateurs et leur capacité d'agir, hein, leur empowerment. Donc, l'idée ici, c'est qu'à travers des projets alternatifs d'épicerie, on peut arriver à redonner du pouvoir aux consommateurs. Et ce pouvoir-là, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme de prise de part sociale au sein de l'entreprise, donc posséder la propriété en elle-même de l'entreprise, mais ça peut être aussi une prise de pouvoir dans la mesure où, en aménageant soi-même son épicerie, en ayant des responsabilités au sein de l'épicerie, en ayant son mot à dire sur le choix des produits, on n'est plus qu'un consommateur passif face aux produits, mais on devient actif dans la co-construction du point de vente. Vous inquiétez pas si c'est encore théorique, on va donner des exemples au fil de la présentation. Et donc, ça permet évidemment aussi aux consommateurs d'accroître leurs compétences et éventuellement d'inclure des populations défavorisées. On va voir aussi dans les exemples que je vais donner les difficultés aussi d'inclure ces populations qui sont plutôt marginalisées. Alors, ici, juste encore une dernière slide sur le cadre théorique pour un peu vous situer parmi toutes les approches, parmi tout ce qu'on peut entendre sur les épiceries alternatives. Donc, la première manière de décrire les consommateurs, c'est de dire qu'ils sont limités par leur position socio-économique et passifs face aux forces du marché. Donc, c'est un peu finalement une approche assez classique en sociologie où on va dire que ben, les gens sont déterminés finalement par leur position sociale, par leur origine, par leur habitus, hein, on pourrait dire d'une certaine manière, d'où l'image ici que j'ai essayé de créer pour illustrer un peu des consommateurs qui seraient facilement manipulés ou déterminés à faire les actes qu'ils posent finalement. Donc, ce serait à dire finalement que les pauvres achètent des produits de bonne qualité parce qu'ils sont pauvres, puis les riches peuvent se le permettre, fait qu'ils achètent mieux. Donc, c'est une approche qui est aujourd'hui qu'on considérait un peu de caricaturale dans la mesure où il y a une très grande variabilité de profil de consommateurs, une très grande variabilité aussi de facteurs qui influencent la prise de décision. Et l'autre approche, à l'autre extrême, si on veut, du consommateur déterminé, il y a aussi celle du consommateur qui serait finalement 100% dans un libre arbitre, qui ne ferait que des choix éclairés, qui serait rationnel et responsable. Donc ça, c'est l'image un peu de la personne qui va prendre le temps de lire toutes les étiquettes sur ses produits ou encore d'utiliser une application pour scanner ses produits. Certaines personnes le font dans certains contextes. Je ne dis pas qu'on ne l'est jamais, mais c'est juste aussi que ce serait illusoire de penser que tous les consommateurs peuvent l'être dans toutes les situations. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une approche un peu théorique intermédiaire qui s'est développée, qui est la théorie des pratiques, finalement, qui dit qui renie pas les deux approches précédentes que j'ai présentées, mais qui dit plutôt que ce qui est important de regarder,
c'est les routines, les habitudes et les infrastructures qui supportent ces routines. Donc ici, quand on place le mot-clé ici, infrastructure, c'est pour aussi souligner le rôle qu'ont les épiceries dans la manière dont ils vont présenter les produits, dans le parcours qu'ils vont organiser, dans la mise en rayon des produits, dans les promotions. Donc, en fait, les infrastructures, c'est tout, dans le fond, à la fois les infrastructures techniques et les dispositifs de marketing qui vont être mis en œuvre pour influencer le choix des consommateurs. Et la théorie ici nous présente plutôt des consommateurs qui peuvent être critiques, qui peuvent être réflexifs, mais qui sont la plupart du temps pris dans des habitudes, dans des routines. Et donc l'image que j'ai ici essayé d'illustrer, c'est une personne qui fait son épicerie de manière un peu pressée, avec deux paniers d'épicerie pleins, des enfants qui courent derrière lui. Donc, quand notre charge mentale est pleine, ben, ce sont nos mécanismes routiniers qui prennent la place. Et plusieurs études démontrent finalement que notre manière de faire l'épicerie tient beaucoup plus de la routine et de l'habitude finalement que nécessairement d'une dépendance à notre position socio-économique, ni finalement de choix qui seraient 100% éclairés. Donc, voilà un peu l'approche intermédiaire dans laquelle on se situe. Donc là, ici, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet de recherche qui est en démarrage. Donc, on n'a pas encore de résultats à vous présenter, mais on a fait des recherches précédentes sur lesquelles on se base. Et si j'ai un cas d'étude qui me semble assez intéressant à illustrer, c'est celui des épiceries coopératives et participatives en France. Donc, il y a tout un mouvement qui émerge en France depuis les 10 dernières années autour de ce concept. Et je vais vous présenter ici l'exemple de Brésil Coop à Rennes, qui est une coopérative sur laquelle on a mené une enquête. Donc ici, la particularité de cette épicerie, dans le fond, dont on peut voir les images en bas, c'est que les consommateurs ont nécessairement trois rôles au sein de l'épicerie. Ils sont nécessairement à la fois bénévoles pendant au minimum 3 heures toutes les 4 semaines. Donc c'est un engagement minimal. Donc chaque bénévole va venir finalement faire des tâches routinières au sein de l'épicerie, tenir la caisse, faire la mise en rayon, gérer les invendus, passer des commandes, faire la comptabilité. Donc il y a tout un spectre de tâches que les bénévoles peuvent accomplir avec des niveaux de formation qui sont associés. Les consommateurs sont aussi les consommateurs exclusifs de l'épicerie. C'est-à-dire que pour faire son épicerie dans cette épicerie-là, il faut absolument prendre des parts sociales et faire du bénévolat. C'est-à-dire que les membres sont aussi des propriétaires exclusifs de l'épicerie qui est organisée sous forme de coopérative de consommateurs. Donc ici, les propriétaires, ce sont l'ensemble des 750 coopérateurs de la coopérative. Donc, à travers ces trois statuts-là, ces trois chapeaux-là que les coopérateurs doivent porter, quel impact ça a finalement sur l'épicerie, quel impact ça a sur l'engagement des membres et quel impact ça a sur la transition écologique. Juste pour mettre un peu plus de contexte, c'est pas un concept qui est totalement nouveau, hein, les coopératives de consommateurs. C'est juste qu'aujourd'hui, on observe un renouveau dans différents pays, un renouveau de ce concept-là. Donc, il y a eu, juste pour la petite histoire, il y a eu comme trois grandes vagues de coopératives de consommateurs. Donc, une première à la fin du 19e siècle, début 20e, où finalement, l'autogestion, c'est-à-dire la capacité des consommateurs à s'organiser pour acheter des produits, était essentiellement une réponse pour répondre aux enjeux de la pauvreté et des prix et offrir des prix bas et des ristournes finalement aux coopérateurs. Euh, Ces magasins ont peu survécu finalement à la vague d'industrialisation qu'a connue après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un renouveau dans les années 70 avec notamment un renouveau des valeurs écologiques, si on veut, et qui apportait un rapport davantage politique à la consommation, où on faisait aussi travailler les consommateurs, hein, comme bénévoles, ce qu'il n'y avait pas nécessairement dans la première vague. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit émerger, par exemple, le réseau des épiceries Biocoop en France, ou encore en 1973, la Park Slope Food Coop à New York, qui est finalement encore aujourd'hui un modèle d'épicerie autogérée qui fait encore figure, qui sert encore de modèle parce que c'est à peu près la seule qui a survécu finalement la deuxième vague jusqu'à la troisième vague, celle qu'on connaît depuis les années 2010 en France et aux États-Unis notamment, où cette vague surfe, si on veut, pour reprendre la métaphore, sur les enjeux environnementaux et le développement du lien social de communauté. Donc en France, en 2011, le projet de la Louvre à Paris se lance, ouvre ses portes en 2016 et Brésicop, dont je vous parle aujourd'hui, a ouvert ses portes en 2019. Donc, on voit sur la droite en haut une cartographie en fond des épiceries coopératives aux États-Unis et une cartographie des épiceries coopératives et participatives en France. Je pense que cette carte a été mise à jour en 2023.
Donc, il y aurait peut-être une petite mise à jour à faire là-dessus. Alors, quelle contribution à la transition? Puis là, vous allez voir peut-être qu'il va vous manquer des fils parce que je saute rapidement aux conclusions pour faire une présentation de 25 minutes, mais on va à l'essentiel. Et vous aurez les occasions de poser des questions dans la période de discussion. Mais quelle contribution les épiceries alternatives, puis plus spécifiquement ici qui nous intéresse, les épiceries coopératives et participatives peuvent avoir à la transition écologique? Alors, première contribution, c'est repenser cette question du changement d'échelle, hein. Comme je disais au début, les grandes épiceries qu'on a aujourd'hui au Canada, ces 5 grands acteurs, ils jouent sur des économies d'échelle énormes, hein. Ce sont des entreprises qui sont pan-canadiennes ou pour, par exemple, Walmart et Costco qui sont internationales. Et donc, ils ont des marges de profit très faibles, mais ils ont un immense volume qui leur permet finalement d'accumuler d'immenses profits aussi. Donc, la première question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces petites épiceries, ces modèles alternatifs d'épicerie peuvent changer d'échelle, passer d'une petite taille où finalement ils sont. Et le dilemme, c'est ça, hein, c'est comment on peut rester soit proche d'une petite taille et proche de ses idéaux ou grandir et faire des économies d'échelle. Dans la littérature, on trouve un peu souvent cette dichotomie dans la question, est-ce qu'on peut finalement grandir sans perdre, sans abandonner les valeurs qui nous habitent? Alors, très souvent, les projets qui vont changer d'échelle vont abandonner le bénévolat, vont avoir plus de salariés, vont justement plus se centrer sur la question de la rentabilité économique parce qu'ils vont évoluer dans un univers très, très concurrentiel. Et donc, la réponse qu'on apporte à cette question-là, qui nous vient notamment de l'enquête qu'on a faite sur Brésicop, c'est qu'il y a plusieurs manières de penser le changement d'échelle. Hein, c'est pas nécessairement en grandissant qu'on a le plus d'impact pour la transition écologique. Donc ici, le changement d'échelle, il peut se penser d'une autre manière, qui est celui finalement dans la reproduction du modèle alternatif. Donc si on observe par exemple, non pas seulement Brésicop en France, mais l'ensemble des épiceries coopératives en France, comment ils se développent, eh bien, ce qu'on observe, c'est que il y a peu d'épiceries finalement qui souhaitent grandir sous le modèle des supermarchés. La plupart veulent rester à de petites tailles, proches de leurs membres, proches du bénévolat, donc proches des valeurs initiales qui ont animé le projet, qui ont permis sa création. Donc, l'idée ici du changement d'échelle, c'est la reproduction du modèle alternatif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement avoir des très grandes épiceries, comme des Biocoop ou comme au Canada des Loblaws, des Maxi, des Costco. On veut plutôt avoir plusieurs petites épiceries de quartier qui sont autogérées et qui permettent l'engagement d'un plus grand nombre de personnes tout en favorisant finalement le respect des idéaux initiaux. Et donc, ce qui est intéressant de souligner ici à ce niveau-là, c'est que ce qui permet la distinction, dans notre étude, en tout cas, ce qui permet la distinction des épiceries alternatives, des caractérisés d'alternatives, ce n'est pas nécessairement le facteur de prix. Ils ne sont pas alternatives parce qu'ils sont moins chers que les autres, ils sont alternatives parce qu'elles mettent au centre de leur modèle de gouvernance l'autogestion. Donc, que ce soit à travers la participation des bénévoles ou salariés, l'autogestion, la démocratie horizontale, la participation des membres, elle est au cœur du fonctionnement de ces modèles alternatifs. En tout cas, celui des épiceries coopératives et participatives. Donc, l'autogestion, c'est ce qui permet finalement d'avoir un modèle qui est réplicable, parce qu'on a aussi plusieurs balises, hein. Par exemple, en France, j'en ai peu parlé, mais il y a tout un réseau de documentation des bonnes pratiques pour créer, dans le fond, une épicerie alternative. Donc, c'est un modèle qui est facilement réplicable, mais qui est aussi assez flexible pour être approprié par une grande diversité de populations. Donc, premier aspect de contribution à la transition écologique, c'est de repenser la question du changement d'échelle sous la forme d'une reproduction du modèle et non pas celui du changement de taille. Deuxième aspect, c'est que ces modèles d'épicerie contribuent à la transition en favorisant le lien social. Hein, en faisant de l'épicerie un lieu de sociabilité et non pas un lieu froid ou impersonnel, on favorise finalement l'empowerment. On met l'emphase sur le pouvoir d'agir des membres et ça permet l'implication des personnes au-delà de l'acte simplement de consommation. Ce qu'on a observé, par exemple, à Brisicoop, c'est que les gens, oui, viennent pour consommer des produits alimentaires, mais restent non pas pour consommer, mais pour rencontrer des gens, participer à des ateliers, se former, s'informer. Donc, finalement, l'épicerie devient un espace de socialisation à des formes de consommation alternatives. C'est-à-dire que des personnes peuvent rentrer à l'épicerie simplement pour acheter certains produits qui sont moins chers ou parce que l'épicerie est la plus proche, mais finalement vont être charmés, vont rester, vont continuer de s'engager parce qu'ils découvrent une communauté. Ils découvrent que faire son épicerie dans un espace où on rencontre des visages familiers,
où on a une certaine familiarité avec les processus de l'épicerie, où quand on attend à la caisse, c'est pas simplement du temps perdu, mais c'est du temps de discussion. Bien, quand l'épicerie devient un lieu de sociabilité, eh bien, ça renforce l'ancrage dans la communauté, ça renforce la participation des membres et ça élargit finalement la diffusion des valeurs environnementales. Et aussi, il faut évidemment mentionner que ça permet de réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs dans la mesure où les consommateurs qui s'engagent dans ce type de projet-là sont évidemment très, très soucieux de la provenance des produits et de la part du juste prix, du prix qui va retourner au consommateur. Parce qu'on ne vient pas faire, dans le fond, on n'est pas simplement un consommateur désintéressé quand on s'intéresse à ce genre de projet-là. Et troisièmement, quelle trajectoire ces projets-là nous proposent pour la transition écologique? Donc, là, ici, on essaie de faire un lien finalement avec la question des innovations sociales. Ces projets d'épicerie alternative, en tout cas celui de Brady Cup, on ne peut pas vraiment le qualifier d'une innovation radicale. C'est pas vraiment une innovation révolutionnaire qui a, on va dire, le potentiel de jeter toutes les cartes par terre. C'est plutôt une initiative de préfiguration. Alors, comme je disais au début, c'est une expérimentation de transition socio-écologique. C'est un modèle qu'on expérimente, qu'on tente de mettre en œuvre pour montrer que d'autres formes de société sont possibles, que d'autres formes de distribution sont possibles. Donc, au stade où on en est de la transition, ça reste encore très central, très important de montrer que le modèle dans lequel on vit n'est pas le seul possible. Très important de montrer qu'il y a des alternatives, qu'il est possible que les consommateurs se prennent en main et organisent par eux-mêmes leurs points de vente, leurs points de distribution, avec tous les enjeux que ça pose, qui sont évidemment documentés. Ça, c'est le rôle de la recherche. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on fait ce projet de recherche. Alors, j'arrive déjà à la fin. Donc, si vous voulez aller plus loin, on a ce petit article ici qu'on va publier sur le sujet, plus, où vous pourrez finalement avoir plus d'informations sur quelles sont les tensions, comment ça se met en œuvre, concrètement, quels sont les enjeux. Et donc, je me sers aussi de cette tribune aujourd'hui, de ces 85 personnes qui sont présentes à ce webinaire, pour faire un appel à tous, finalement, à savoir si vous connaissez des initiatives similaires au Québec, on est en phase de les répertorier, on est en phase de les classifier, d'en faire une typologie, d'en faire une cartographie. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous connaissez des chercheurs intéressés ou à travailler sur ce sujet-là, n'hésitez pas à m'écrire aussi, ou encore si vous souhaitez vous impliquer comme partenaire de l'étude, eh bien, ça me fera plaisir aussi d'en discuter avec vous. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci, Ali. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je vais me permettre d'appeler les questions. Je vais les prendre en ordre comme elles apparaissent dans mon écran. Peut-être que me garderai quand même le privilège de la première. Je trouve intéressant ton approche, en fait, ta définition des épiceries alternatives, l'idée de sociocentré, le récit alternatif, le rôle du lien social, le lieu physique aussi, la question du lieu physique. Mais je me demande si on prend le 75% ou 80% que tu as nommé au début, qui est sous contrôle plutôt des grands joueurs, et qu'on enlève de ça ce que tu appelles les épiceries alternatives, il va quand même rester un certain pourcentage. Et je me demande si on ne devrait pas commencer à considérer certains commerces comme porteurs aussi d'alternatives, et puis peut-être dans une perspective de transition juste aussi, d'ailleurs, les épiceries qu'on pouvait appeler à l'époque les épiceries ethniques, par exemple, où on parle beaucoup dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'alimentation culturellement appropriée. Alors, on a des petits marchés de quartier latino-américains, africains, haïtiens, donc indiens, etc., un petit peu partout dans la ville. Alors, est-ce que ça, d'après toi, ça peut être qualifié d'épicerie alternative? Où est-ce jusqu'où on élargit un peu la catégorie où on sous-catégorise les épiceries alternatives? Donc, ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus. Mhm. Donc, c'est sûr que notre point d'entrée pour définir qu'est-ce qui est alternatif, ce sont des projets d'épicerie qui font une promesse de différence, qui disent clairement, nous, on se distingue pour telle raison de la grande distribution, puis on répond à tel besoin social qu'on considère qui est mal répondu. Donc, dans cette définition très large, effectivement, les épiceries culturelles pourraient rentrer effectivement dans ce cadre-là.
Mais ça pose aussi la question, ben, où sont les limites, hein, de ce concept-là? Jusqu'où on s'arrête? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on s'arrête finalement aux 25% qui ne sont pas dans ces cinq grands joueurs? Ça reste quand même une très, très large panoplie de types d'épiceries très, très différentes. Donc, je pense que dans le cadre de notre étude ici, ce qui va nous intéresser davantage, ce sont les épiceries qui mettent l'emphase sur un approvisionnement durable et sur la participation des membres. Donc, c'est ce qui me semble a priori être le plus grand vecteur de changement social, de transition écologique, mais je pense qu'avec suffisamment de financement, il y aura moyen de financer des étudiants à la maîtrise assez pour couvrir tous les aspects du spectre. Oui, parce qu'il faudra aller voir comment ces épiceries fonctionnent aussi, justement. Mais bon, c'est une large question. Il commence à y avoir des questions dans le chat. Et je vous invite aussi à lever la main pour prendre la parole, prendre le micro. Valérie, je vais juste prendre une question du chat avant. Est-ce que les épiceries ou les petites épiceries coop peuvent être viables à travers des crises comme la COVID-19? Très bonne question et la réponse généralement fait pas beaucoup plaisir dans la mesure où beaucoup de projets alternatifs de différentes natures ont fermé pendant la pandémie. Ce qui est un peu paradoxal parce que oui, les épiceries ont augmenté leur chiffre d'affaires, leurs revenus parce que les gens allaient moins manger à l'extérieur, consommaient moins dans la restauration, consommaient plus à l'épicerie. Mais effectivement, pour beaucoup d'épiceries, ça a été très difficile de s'adapter aux règles sanitaires, à la baisse de fréquentation. Beaucoup d'épiceries, par exemple, qui avaient des modèles en vrac ont eu du mal à s'adapter. Beaucoup d'épiceries qui avaient au cœur de leur modèle d'affaires la participation, ben, la participation devait être nécessairement limitée à cause des mesures de distanciation sociale qui ont mis à mal en partie leur projet, je pense, à nourrir à la grandeur du Québec qui organisait finalement une distribution en vrac, euh, qui n'ont pas survécu à la pandémie, mais entre autres à cause d'autres problèmes. Donc, effectivement, les crises sont à la fois euh, des fenêtres d'opportunité pour enclencher des transformations, mais aussi mettre à mal certains projets qui sont plus précaires, qui sont en phase de démarrage et qui n'ont pas nécessairement encore les reins assez solides, on va dire en guillemets, pour traverser certaines situations. Merci. Le chat bouge beaucoup. Tu iras le voir peut-être à la fin pour voir les ressources qu'on t'envoie, des informations qu'on t'envoie sur l'existence de toutes sortes d'épiceries alternatives, les recherches de l'INSPQ ou les travaux de l'INSPQ et d'autres. Mais je te laisserai aller consulter ça et je vais donner la parole à Valérie. Merci René, merci Ali, ravie de te rencontrer. C'est super intéressant puis vraiment important là, de penser à notre rapport à l'alimentation. Là. Je pense que puis l'économie sociale a un grand rôle à jouer là-dedans. Je me demandais comment on traite, puis je m'excuse, je suis arrivée en retard, peut-être que j'ai échappé quelque chose là. Mais comment est-ce qu'on traite de coopératives alimentaires qui sont souvent qui peuvent, dans plusieurs localités en région, être organisées avec des bannières. Donc, on a à la fois ce volet quand même d'alternative parce que c'est une coopérative de consommateurs, mais en même temps, on ne s'écarte pas vraiment du modèle de la grande distribution. Fait que je me demandais comment tu les traitais. Puis est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir à une certaine typologie là, pour pouvoir distinguer? Je vais aussi glisser dans le chat, mais j'ai aussi eu vent d'une épicerie qui est pas du tout une coop à Québec, donc dans le quartier Montcalm, IGA Deschênes, qui accueille une maraîchère qui vient vendre, et puis il y a un modèle particulier où elle va prendre l'épicerie prend un pourcentage, mais la personne, la fermentée occupe finalement là, de l'espace qui autrement pourrait être vraiment payant pour l'épicerie. Fait que, tu sais, il y a des compromis aussi, des modèles hybrides qui se développent. Fait que j'étais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Mhm. Ben, très bonne question, effectivement. Ben, c'est sûr que la clé de l'épicerie, la définition de l'épicerie alternative, c'est justement son hybridité. Donc, elle combine différentes logiques, des logiques alternatives, des logiques conventionnelles. Donc, c'est effectivement très intéressant de voir une coopérative de consommateurs, mais qui choisit de s'approvisionner auprès d'une grande bannière. Donc, finalement, l'alternative, dans ce cas-ci, c'est uniquement la dimension participative des consommateurs, mais il y a aussi des vrais enjeux d'approvisionnement et justement de la capacité de bénévoles à s'organiser pour offrir un approvisionnement conséquent qui demande quand même des certaines expertises, des compétences et du temps de l'organisation.
Donc, c'est pas évident à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant de dire quand même, c'est que le modèle des coopératives de consommateurs fonctionne au Québec, en tout cas, fonctionne beaucoup mieux en région qu'en centre urbain. Il y en a presque pas à Montréal et beaucoup plus dans les régions québécoises. Donc, c'est effectivement, sans doute, là, il y a quelque chose à aller creuser autour du modèle d'affaires de ces épiceries-là. Pourquoi est-ce qu'en région, ça fonctionne mieux et pourquoi est-ce qu'on est dépendant souvent de l'approvisionnement de grandes bannières? J'ai pas de réponse plus précise que ça. En tout cas, bonne recherche. On m'a glissé aussi ah, c'est ça. Non, c'est bon, merci. Merci. Il y a, encore une fois, je le répète, des commentaires dans le chat. Ce serait, je dirais, peut-être de parler un peu du modèle de viabilité, puis le rôle du bénévolat. Euh, je pense que c'est une grosse question. Il y a plusieurs personnes qui écrivent là-dessus. Puis peut-être si tu peux l'aborder en même temps qu'en répondant à Martine. Vous m'entendez Oui. correctement? OK. Merci beaucoup pour cette présentation-là. En fait, à voir la quantité de questions, c'est certainement que c'est pertinent et que ce n'est qu'un début. Moi, je me pose la question, pour être assez active du côté de Montréal-Nord, donc où on aborde pas tant sur les épiceries, mais la sécurité alimentaire. Et je pense que l'aborder comme ça permet un peu d'ouvrir, je dirais, ou avoir une épicerie qu'on dit alternative et pas toujours la solution à des enjeux de sécurité alimentaire, mais c'est une partie de la solution. Et je me demande si ce serait pas intéressant, dans ces conditions-là, je trouve qu'il y a comme un critère, tu sais, tu disais épicerie, bon gaspillage, promotion, tout ça. Pour moi, il y a la notion d'inclusion aussi. Et tu sais, quand on parle de bénévolat, d'autogestion, ben, je dirais là, que c'est pas naturel pour tout le monde de travailler en autogestion, de travailler en collectif. C'est des choses qui sont pas faciles quand tu es en mode d'avoir de grands besoins. Tu y vas pour consommer, avoir les meilleurs prix, etc. Et donc, pour moi, il y a tout un questionnement à y avoir. Est-ce que les épiceries alternatives, comme tu les définis, c'est des épiceries un peu pour le plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray, etc., etc., ou on peut avoir en tête un modèle qui va cité à Montréal-Nord, où il y a eu une coopérative planifiée, mais qui ne correspondait pas du tout aux besoins ou à la nature ou à la capacité d'implication des citoyens. Fait que je me dis qu'il y a une dimension peut-être d'inclusion à rajouter peut-être en regardant les modèles d'affaires, ce qui m'amène aussi peut-être un autre élément à regarder, la question dont on regarde les épiceries. Je trouve que c'est intéressant de regarder les épiceries, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est les épiceries et l'écosystème. Est-ce qu'elles s'inscrivent dans des écosystèmes? Est-ce qu'elles sont ancrées sur le territoire? Est-ce qu'il y a un frigo communautaire autour? Est-ce qu'effectivement, comme vous voyez, il y a des épiceries qui sont prêts à appuyer? Moi, je pense que si on veut sortir d'un modèle sectoriel qui amène à dire comment on fait pour survivre face aux grands de ce monde, etc. Là, on est dans un modèle sectoriel, mais il faut réfléchir à un modèle territorial. Et territorial, c'est pas juste que l'organisation soit locale, mais qu'elle travaille avec des partenaires locaux aussi. Moi, j'en peut-être plus dans des questions un peu de modèle d'affaires, d'organisation, mais moi, ça m'apparaît des éléments quand même importants de l'environnemental. Pour moi, il y a l'inclusion, puis ça passe par une perspective plus écosystémique, territoriale, peut-être sectorielle, mais aussi territoriale. Et donc, quand on parle de la diversité, c'est aussi la capacité à collaborer dans la diversité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vois, ce que j'ai observé, ce que je vois à Montréal. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas qu'un modèle et ça passe pas toujours par une équité, ou pas que par une équité. Et que c'était peut-être plus pour des suites de recherche que dans la suite là, de ce que tu fais précisément. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Martine, pour le commentaire très éclairant. Donc, je retiens effectivement là, la question du bénévolat, de la sécurité alimentaire, de l'inclusion et de l'ancrage territorial. Je vais essayer de répondre à ça avec des exemples. Il y a, par exemple, dans le quartier Centre-Sud, l'OBNL, Carrefour Solidaire,
qui organise l'épicerie Les Trois Paniers et aussi le marché Frontenac. Donc, ce sont des modèles, dans le fond, qui s'adressent à des populations qui sont défavorisées. Si je prends le cas du marché Frontenac, où finalement, on essaie d'offrir, ben là, c'est des produits saisonniers, donc c'est ouvert que l'été. On essaie d'offrir des produits frais locaux et de saison, finalement, à des populations qui n'y ont pas nécessairement accès. Et les prix sont relativement faibles parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui participent. Mais le bénévolat n'est pas obligatoire. Le bénévolat donne accès, je pense, à un rabais de 5%. Et donc, c'est finalement une manière d'inclure petit à petit des populations qui désiraient payer finalement moins cher ou avoir un meilleur accès encore à ces produits-là. Un autre exemple de ça qui est plus en lien avec l'ancrage territorial, c'est justement dans le quartier Vanier à Québec, il y a, j'ai oublié le nom, mais l'idée, c'est d'avoir une camionnette épicerie finalement, qui au lieu de, c'est dans un contexte d'un désert alimentaire, donc où les distances sont longues. Donc les populations défavorisées ont souvent moins accès au transport. Donc, l'idée ici, c'est de pas de dire on va faire une épicerie fixe où les gens auront à se déplacer. On sait qu'on a des problèmes de mobilité, ces gens-là. Donc, on va faire un camion qui, à une journée de la semaine, va être un endroit différent dans le quartier pour permettre d'offrir des produits frais de qualité à ces populations défavorisées. Et c'est organisé par une OBNL, donc finalement, avec un modèle d'affaires qui fonctionne avec des subventions dans ce cas-ci. Donc, pour offrir des produits finalement moins chers. Donc, effectivement, moi, je peux vraiment, on peut pas affirmer effectivement qu'il y a une solution universelle pour tous les territoires, hein. Il faut vraiment à chaque fois avoir des solutions adaptées. Donc, effectivement, peut-être que dans le plateau Montréal, on aura une épicerie très bobo, très écolo, très participatif. Mais dans Montréal-Nord, il faudra réfléchir effectivement à un autre modèle de comment on va faire participer cette communauté-là, comment on fait pour inclure cette personne-là. Et souvent, en fait, ce qui est intéressant de dire, c'est que faut que ça parte d'une volonté locale de la communauté, parce que si on vient de l'extérieur puis on impose nos cadres culturels de c'est quoi des bons produits puis c'est quoi bien manger, souvent ça marche pas parce qu'on n'a pas les mêmes références, hein. Si je reprends l'exemple de Brésil Coop qu'on a étudié, donc c'était une épicerie qui avait été créée par une communauté de gens qui habitaient dans la ville de Rennes, plutôt des gens économiquement et culturellement favorisés, mais qui ont implanté l'épicerie dans un quartier défavorisé avec l'idée de pouvoir inclure ces populations-là. Mais le résultat, c'est que moins de 20% des membres de l'épicerie provenaient du quartier où l'épicerie est implantée. Ben, puis quand on posait la question finalement aux membres du quartier, pourquoi est-ce que vous venez pas à l'épicerie? Ben, souvent, c'est ils ne se sentaient même pas légitimes de venir à l'épicerie. Parce que quand ils se renseignaient, ah, c'est des produits bio que vous offrez, ah, il faut participer, ah, il faut payer avant même d'entrer. Donc déjà là, on a des barrières en fait qui font en sorte que la personne n'aura même pas finalement l'intérêt de poursuivre l'aventure finalement. Donc, il faut vraiment avoir des modèles qui sont adaptés au public qu'on cherche à inclure. Donc, ça, c'est la base pour moi de l'inclusion. Puis effectivement, le bénévolat, c'est sans doute pas adapté à toutes les circonstances aussi, hein. C'est pas pour rien que dans plusieurs quartiers défavorisés, ce sont des OBNL qui mettent en œuvre ce genre d'initiative avec du bénévolat non obligatoire, par exemple. Donc, je pense que là, il faut vraiment être capable d'avoir une certaine flexibilité sur les modèles qu'on veut implanter, d'où l'importance, effectivement, comme tu dis, du modèle d'affaires. Je ne veux pas dire que le bénévolat, je veux pas qu'on case les personnes pauvres, elles ne sont pas capables de faire du bénévolat, c'est pas tellement ça, mais c'est une autre forme, c'est plus de la mobilisation dans ce cas-là Oui, que d'amener les gens à faire du bénévolat. Ça prend une autre forme, je dirais. oui, je suis d'accord, il faut prendre une autre forme. Merci. Merci. Donc aussi, tu trouveras dans le chat, Ali, une liste de marchés alternatifs qui ont disparu. Alors, pour documenter ta recherche, peut-être que ça pourra aussi aider. Je vais donner la parole à Justine. Bonjour, merci beaucoup Ali pour la présentation. Euh, donc, tu étudies la question dans ce projet en cours qui a commencé la place des épiceries alternatives en lien avec la transition socio-écologique. Puis, en lien avec cette transition, il y a un enjeu aussi à considérer qu'il y a peut-être il y a plusieurs manières d'échanger, il y a peut-être plusieurs principes économiques ou sociaux qui guident nos relations et pas seulement marchands. Puis tu le mentionnes notamment avec justement ces dimensions de relations bénévoles. Puis il y a eu plus des travaux déjà qui ont documenté cette question du travail des consommateurs, y compris dans des épiceries alternatives, notamment la Louve. Je pense aux travaux notamment de El Carmoni. Et je me demandais si c'était une dimension que tu allais aborder parce que
j'ai l'impression que c'est un élément important du modèle qui peut à la fois être qui peut à la fois faire sa fragilité, mais aussi peut-être sa force dans le sens de sortir un petit peu des logiques capitalistes qui sont pas au cœur en fait des épiceries alternatives parce que l'épicerie c'est un moyen à la fin c'est de bien se nourrir avec de la bonne qualité puis dans des bonnes conditions notamment peut-être de travail aussi pour les membres. Donc voilà, je me demandais s'il y avait quelque chose dans ton projet autour de cette question du travail du consommateur et notamment en lien avec le bénévolat, puis toutes les tensions que ça peut induire, mais aussi les richesses que ça peut induire dans le projet. Puis il y a d'autres personnes qui ont mentionné aussi cette question des adaptations du prix ou ce genre de choses. Voilà, c'était un peu mal. Merci beaucoup pour ta question, Justine. Effectivement, la question du travail, puis je connais un peu les travaux d'El Carmoni, justement, à la Louvre, qui montrent toute la complexité de cette articulation, finalement, entre euh, la responsabilité des bénévoles puis la responsabilité des salariés, puis comment on articule ces deux formes de travail-là, finalement. Euh, Ce que je peux en dire, nous, c'est que dans notre étude sur l'épicerie de Brésicope, ça portait sur un point de tension qui était finalement l'autogestion, qui était une des valeurs très fortes initiales du projet. Puis la question, c'était de savoir, OK, mais quelle place nous, on a encore dans la gouvernance du modèle, nous, bénévoles, quand finalement, ce sont les salariés qui prennent les décisions, la plupart des décisions pour la vie de la coopérative. Puis ça fait du sens de point de vue économique, point de vue de l'efficacité, que les personnes les plus compétentes prennent les décisions, puis d'une manière plus rapide, plus efficace aussi, dans un contexte où on gère une entreprise. Mais quelle est la place, effectivement, euh, des bénévoles là-dedans? Quelle place on veut laisser aussi au temps long de la démocratie à s'opérer est-ce qu'on est obligé de prendre toutes les décisions très rapidement? Donc, ça pose effectivement la question du rapport au capital, mais la question capitaliste finalement au sens large, de savoir, ben, est-ce qu'on veut avoir une entreprise qui est très rentable ou on va avoir une entreprise qui est peut-être moins rentable, moins efficace, donc avec des prix peut-être plus élevés, mais qui répond mieux aux besoins des membres et de la communauté. Donc là, je pense que la manière dont on a tendance ou j'ai tendance à aborder ces questions-là, c'est en termes de tension. Donc là, ici, effectivement, j'en vois une très forte entre le travail salarié et le travail bénévole autour de la question de la gouvernance. Donc, c'est certainement un enjeu qui sera au centre de nos travaux de recherche, oui, effectivement, mais qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore de solution à proposer sur cette question-là, parce que c'est vraiment complexe, puis ça dépend vraiment des cas aussi. Merci. Donc, ce serait à Cindy à poser la question. Oui, allô. En fait, tout à l'heure, tu parlais là, des modèles qui vont s'adapter vraiment aux environnements dans lesquels ils vont s'implanter. Dans des contextes où on est dans les lieux qui sont gentrifiés, où il y a une forte gentrification, puis qu'on souhaite avoir une mixité au niveau là, de la fréquentation de l'épicerie. Moi, je vois des enjeux des fois dans la façon de communiquer le projet pour attirer les gens. Je me demandais si tu as en tête des exemples où ils ont réussi cette espèce de tour de main-là pour pas que les gens à plus faible revenu pensent que justement c'est une épicerie bio qui coûte la peau des fesses ou inversement pour que les gens qui ont un peu plus de moyens financiers pensent que ce soit une épicerie qui s'adresse uniquement à des personnes à faible revenu. Fait que, dans un modèle qui peut unifier tout ça, s'il y a des bons exemples. La question de la mixité, là, c'est pas une question facile, puis ça a été quand même bien documenté en France et aux États-Unis dans plusieurs contextes de projets alternatifs, dans plusieurs villes. Ces projets alternatifs d'épicerie ont souvent tendance à aller vers un entre-soi, une homogénéisation du public. Souvent, même quand ça part d'une hétérogénéité, ça évolue vers une homogénéisation. Puis plusieurs chercheurs posent la question de pourquoi, puis comment faire pour éviter ça. Puis, encore une fois, si on essaie de se représenter ces questions-là sur des tensions, sur un continuum qui oppose finalement deux polarités. Et une d'entre elles qui me semble assez intéressante à analyser, c'est que la mixité n'est pas facilement possible avec tous les types de publics, finalement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement mixer des jeunes, des vieux, on peut mixer des gens défavorisés, des gens plus favorisés, mais des fois, il y a des barrières culturelles, linguistiques au niveau de notre représentation du monde qui sont difficilement conciliables.
On peut difficilement, par exemple, je reprends encore un exemple que je connais bien, celui de Brésica par Rennes, c'est de poser la question, est-ce qu'on vend dans notre épicerie des produits halal ou des produits finalement pour des communautés plutôt arabophones qui sont très présentes dans le quartier où elle était implantée? Mais le problème, c'est que qui décide, ce sont les coopérateurs. Et les coopérateurs, ben, c'est pas des gens qui consomment halal, puis c'est pas des gens qui sont de culture arabe. Donc le problème, c'est que ceux qui décident, ce ne sont pas ceux qui sont nécessairement les populations qu'on voudrait attirer qui sont, eux, ne sont pas représentés dans la gouvernance de l'épicerie parce qu'ils ne sont pas encore coopérateurs. Et donc, ça demande quand même une grande ouverture d'esprit des coopérateurs, surtout quand on est dans un modèle très participatif, une grande ouverture d'esprit pour dire, OK, ben, finalement, on fait des concessions sur les produits que nous voudrions avoir, puis peut-être même sur les marges, ou peut-être même on les vendrait à perte parce qu'il y a peu de roulement sur ces produits-là. Au début, on accepte des pertes pour pouvoir favoriser petit à petit l'inclusion de ces populations-là. Mais sauf que l'inclusion, elle ne se passe pas qu'au niveau des produits, tu sais, elle va se passer dans la participation des membres, dans la présentation du projet, comme tu l'as nommé, dans la communication qui est faite. Puis, c'est pas toujours évident d'avoir une communication qui est finalement cohérente, mais adaptée pour des publics différents aussi. Donc, il y a vraiment différents enjeux autour de la mixité, puis c'est vraiment pas une question facile, puis c'est une question qui traverse, qui transcende les types de projets alternatifs, qui transcende aussi les pays, dans ce que j'ai pu en lire, en tout cas dans la littérature. Merci, Ali. Il reste 2 questions et 3 minutes, donc je vais peut-être arrêter après Bobby et Annick. Alors, d'ailleurs, pour commencer, donc Bobby pourrait poser la première. Tu répondras à Ali, puis on prendra Annick pour terminer. Merci. Merci pour la présentation. C'est quand même intéressant comme projet d'étude et content d'en prendre connaissance aujourd'hui. Je vais essayer de faire ce cours. Euh, J'imagine, là, il y a un paquet d'affaires, évidemment. Il y a les épiceries solidaires que certaines banques alimentaires font et autres. J'imagine que ça va faire partie du sujet. Moi, les 2 éléments que j'aimerais juste savoir s'ils vont être adressés, c'est au niveau de la distribution. Donc, vraiment le lien entre producteurs, transformateurs, artisans et le lien que ça a avec les projets d'épicerie alternatives, parce que c'est souvent un des nerfs de la guerre qui diminue la résilience des épiceries alternatives parce qu'ils doivent s'approvisionner auprès des mêmes. Et l'autre, c'est justement sur l'intégration des gens qui sont pas là dès le départ. C'est comment on fait pour mobiliser des personnes à s'impliquer avec les charges mentales, surtout quand on est en situation de minorité ou de précarité financière. Souvent, le fait de demander un investissement ou une mobilisation de plus peut être un enjeu. Merci Bobby pour ces bonnes questions. Donc, effectivement, autour de la question de la distribution puis de la logistique, finalement, de comment on organise notre approvisionnement, ben là, il y a vraiment une très grande variabilité de modèles d'approvisionnement. Là, comme on a dit tout à l'heure, il y a ceux qui vont s'approvisionner directement auprès des grandes bannières, il y a ceux qui vont vouloir avoir un approvisionnement le plus local possible. Mais souvent, l'enjeu de l'approvisionnement local, c'est que on doit faire affaire avec une diversité de producteurs qui vont livrer des commandes à des volumes très différents, à des moments très différents. Donc, souvent, ça va demander plus de coordination, plus de gestion de la part de l'épicerie, donc plus de coûts. C'est pas pour rien que les grandes bannières aujourd'hui ont des pôles logistiques très, très sophistiqués qui centralisent et qui redistribuent la nourriture finalement. C'est pas pour rien qu'au Québec, peu importe où la nourriture est produite, elle transige par Montréal avant d'être redistribuée. Ça permet le tri, l'étiquetage, l'emballage, ainsi de suite. Et donc, les grandes bannières font ces choix-là pour des soucis d'efficacité logistique. Donc, effectivement, quand on a des modèles alternatifs qui ne sont pas forcément en réseau les uns avec les autres, ben, on n'a pas ces gains-là d'efficacité. Donc, ça complexifie la logistique. Donc, il faut accepter finalement d'avoir peut-être des prix qui sont plus élevés pour avoir des produits locaux ou de ne pas avoir toute la gamme de produits. Après, ta deuxième question sur la participation des personnes plutôt défavorisées ou marginalisées, ben, c'est pas évident. C'est comme je disais avec la question de pense que c'était Martine tout à l'heure, euh, il faut vraiment que le projet émane très tôt de la communauté ciblée pour vraiment que pas seulement leurs intérêts ou leurs préférences alimentaires soient prises en compte, mais vraiment leur vision du monde, leur représentation de c'est quoi une épicerie pour eux. Si ça se trouve, parce que, en fait, ce que moi j'observe dans la littérature, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que René disait, les épiceries qui sont plus à consonance culturelle, on va dire, n'ont pas du tout la même manière de présenter les produits, n'ont pas le même rapport à l'alimentation, n'ont pas la même définition de c'est quoi bien manger ou c'est quoi une alimentation saine. Et souvent, nous, on va arriver avec nos cadres plutôt occidentaux en disant, bon, ben, bien manger, ben, c'est cuisiner soi-même, c'est avoir des produits bio, c'est avoir des produits frais, c'est avoir des produits locaux, mais c'est pas nécessairement ces cadres-là
c'est pas ces préférences-là qui vont entrer dans la ligne de compte pour d'autres types de populations, notamment ceux qui viennent de l'immigration. Donc, c'est vraiment important que dès le début, finalement, leurs préférences, leur cadre de pensée soient pris en compte. Moi, ce serait ça ma recommandation par rapport à ta question. Merci. Donc, on va prendre quelques minutes de plus pour entendre la question d'Annick et ta réponse, Ali. Ce sera à toi, Annick. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. En fait, je l'ai mis dans le chat, mais je tenais quand même à le dire parce que depuis le début de la discussion, on a très peu parlé des producteurs qui sont aussi des personnes fragilisées économiquement. Puis souvent, tu sais, tantôt, on parlait de l'accessibilité des produits, mais on se préoccupe pas souvent, je trouve, dans ces discussions-là, de savoir comment les fermes auxquelles on aspire, celles qui font vraiment de l'agriculture telle qu'on le souhaite. Tantôt, vous parliez là, de la différence entre l'aspiration et les actions, là, mais les aspirations, les fermes qu'on veut vraiment voir rester en vie. On se préoccupe rarement de savoir comment elles vont, ces fermes-là. J'ai mis d'ailleurs un lien avec un rapport de l'UPA là, qui parle de la chute des revenus nets là, des producteurs dans les dernières années. Puis je pense qu'avant de parler d'accessibilité, ce qui est important, puis je pense qu'il y a des créneaux qui le font, mais il faut rappeler aussi l'importance de maintenir une agriculture à petite et moyenne échelle, puis de donner le juste prix. Je pense pas que les producteurs abusent nécessairement. Moi, je me suis pas présentée, pardon, hein, je m'occupe du marché de proximité de Québec, qui est j'imagine une épicerie alternative qui existe depuis 17 ans à Québec. Donc, c'est ça. Puis je pense aussi de ramener le focus sur le fait que notre action de consommation permet à des fermes de continuer à faire de l'agriculture telle qu'on aspire à. Ça permet aussi aux mangeurs de se sentir beaucoup plus concernés puis beaucoup plus engagés dans le projet. Donc, c'est ça. Je vous invite à parler plus des producteurs, c'est important. Merci beaucoup pour l'intervention. Puis c'est sûr que là, la discussion a beaucoup dérivé côté consommateur, mais un des points de départ de cette recherche, c'est de dire on tape trop sur la tête des agriculteurs parce que c'est pas eux finalement qui ont le gros bout du bâton, si on veut, dans le système alimentaire. Puis c'est pour ça que c'est important d'organiser des points de vente qui mettent en valeur et qui rémunèrent le juste prix finalement de leur production. Puis c'est sûr qu'au Québec, en ce moment, on observe finalement une crise du modèle des fermiers de famille, l'AKP qui vient de faire faillite. Différents enjeux autour de finalement de la petite agriculture à petite échelle ou permaculture ou bio-intensive. En tout cas, les petits maraîchers en arrachent en ce moment, notamment à cause que les consommateurs ne sont plus au rendez-vous après avoir été pendant la pandémie, après avoir sursollicité les agriculteurs pendant la pandémie. Maintenant, ils sont un peu abandonnés dans le contexte d'inflation où les produits finalement coûtent plus cher, mais ça coûte plus cher pour tout le monde, puis ça coûte plus cher pour les agriculteurs aussi. Et d'où l'importance, selon moi, de trouver finalement des points de distribution stables et pérennes dans le temps qui permettent finalement aux petits agriculteurs de pouvoir écouler leur production sans devoir chacun organiser sa mise en marché de son côté finalement. Oui, les circuits courts, ça marche bien. Ça permet aux agriculteurs d'aller chercher une plus grande partie de la plus-value, mais ça ne réduit pas la charge de travail, ça ne réduit pas la charge mentale. C'est pour ça que je pense que l'idée ici, là, c'est vraiment d'avoir cette jonction-là entre consommateurs et producteurs au sein de l'épicerie, d'avoir le minimum d'intermédiaires possible, mais d'avoir des intermédiaires finalement qui rémunèrent le juste prix finalement. La question du juste prix elle est centrale, hein. C'est le prix, le bon prix, c'est le prix pour les producteurs, c'est le prix pour la coop, c'est le prix pour le consommateur. Tu sais. Donc, ça, c'est pas des questions qui sont faciles à trancher, puis il n'y a pas de réponse toute faite à ça non plus, là. Merci, Ali. Ben, je trouve que la présentation était excellente, que la discussion aussi était excellente aussi. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui intéresse les gens. Moi, je vous encouragerais à continuer à nous suivre, à suivre les activités du CRISE parce qu'il est souvent question d'alimentation, bien sûr d'innovation sociale et les tensions que Ali a soulignées durant la discussion, mais aussi durant sa présentation. On les aborde souvent, hein. Ce sont vraiment le sujet de nos recherches en général. Alors, la prochaine activité, justement, aura lieu le 1er avril de 10 à midi sous le titre Vers une transition juste, participation et lutte contre la pauvreté. Alors, je vous invite à consulter le site du CRISE pour aller vous y inscrire. Alors, il me reste qu'à vous remercier chaleureusement pour votre présence, votre participation et encore une fois, merci Ali pour ta présentation et tout ce webinaire. Merci à tout le monde.
Au revoir, bonne fin de journée. Merci.